Ambassadeur de Russie en France. La première question, c'est le plan de paix que vient de présenter François Hollande et Angela Merkel à Vladimir Poutine, qu'a-t-il de plus par rapport au précédent qui ferait que le président russe accepterait ce plan? Écoutez, d'abord, on ne connaît pas le plan que le président Hollande et Angela Merkel ont présenté à Moscou. Il faut attendre la fin des entretiens pour avoir quelques commentaires, mais on peut deviner de quoi il s'agit puisqu'il n'y a pas grand-chose à inventer. Tout a été déjà dit avant. Et notamment, je crois que ce plan doit normalement se baser sur les fameux accords de Minsk qui ont été signés entre les autorités de Kiev et les rebelles le 5 septembre dernier, et qui prévoient avant tout le cessez-le-feu, le retrait des armements lourds, l'échange des prisonniers, mais après, et surtout ce qui est important, le début d'un dialogue politique entre la région de l'Est de l'Ukraine avec Kiev pour définir le statut de cette région au sein de l'Ukraine. Et que veut justement la Russie? Quel statut la Russie veut justement... Oui, pardon. Quel statut la Russie veut-elle justement pour l'Est de l'Ukraine? Je crois que la Russie veut le statut que veulent les habitants de cette région. Je crois que ce que veulent les habitants de cette région, c'est d'avoir la possibilité d'abord de parler leur propre langue, puisque cette région qui était, je vous rappelle, rattachée à l'Ukraine dans les années 20, et c'est une région qui était avant, faisait partie de la Russie, qui est habitée en majorité par les russophones, qui voudraient bien conserver la possibilité de parler leur langue maternelle. Ils ne l'ont plus cette possibilité aujourd'hui ? Pour le moment, ils l'ont. Le Parlement voulait mettre une loi justement qui interdit l'apprentissage de la langue russe dans l'Est, mais finalement le Parlement ukrainien est revenu sur cette loi, donc ils l'ont aujourd'hui. Vous savez, justement, c'est ce projet de loi qui a fait exploser le pays en quelque sorte, qui a amené les rebelles à se défendre, à protester. Mais malheureusement, il y a 2-3 jours, à Kharkov, le président Poroshenko a répété encore une fois publiquement que l'Ukraine sera l'État unitaire, jamais une fédération, et que la seule langue officielle en Ukraine sera la langue ukrainienne. C'est-à-dire, il a redit la même chose. Et puis, je crois, comme d'autres régions qui ont une certaine autonomie, par exemple, dans le pays d'Europe, il faudrait... ces gens-là veulent aussi avoir une certaine autonomie économique pour faire leur propre budget, etc. Mais tout ça est complètement concevable dans les modèles fédéral qu'on a déjà dans plusieurs pays de l'Europe. Il n'y a rien de... L'essentiel, et ça je voudrais souligner, que pour les Russies, nous voulons que cette région de l'Est reste au sein de l'Ukraine. Ouais, donc on ne touche pas à l'intégrité territoriale, ça on l'a bien compris. En revanche, que veut Vladimir Poutine? Ce qu'on a compris aussi aujourd'hui à vous entendre, c'est qu'il veut un État fédéral et donc un Est qui est autonome. Non, il veut un État qui soit viable. C'est aux Ukrainiens de trouver la forme, soit fédéralisme, soit une certaine autonomie de région, soit décentralisation. Mais il faudrait que les gens s'acceptent mutuellement. Parce que si ça n'arrive pas, ils vont continuer à se battre. Et ça, je crois que c'est ça, c'est le problème le plus cruel aujourd'hui, qu'il faut arrêter cette guerre, puisque ce sont les civils innocents qui meurent. Il y a déjà plus de 5000 morts. Alexandre Orlov, pourquoi Vladimir Poutine accepterait-il aujourd'hui, maintenant? Parce que les Américains envisagent peut-être d'armer les Ukrainiens? Non, écoutez, d'abord, Poutine, dès le départ, a proposé justement ce que je venais de dire. Le plan, les accords de Minsk ont été basés sur les propositions qui ont été échangées entre le président Poutine et le président Poroshenko. Il y a eu 2 plans de paix qui coïncidaient sur plusieurs points. Et alors, c'est pas que Poutine accepte celui qui a proposé ce plan. Tout simplement, il veut que ces accords soient respectés. Et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je crois que si le président François Hollande et Angela Merkel s'impliquent personnellement dans cette affaire, ça donnera peut-être plus de poids face aux Ukrainiens pour qu'ils respectent les engagements qu'ils prennent. Est-ce qu'il y a un risque de guerre totale, comme l'a affirmé François Hollande, oui. si justement on ne parvient pas à un accord de paix? Moi, je pense que c'est une risque qui est tout à fait réelle. Et si rien n'est fait, on peut
entrer dans un engrenage qui a conduit déjà le monde à la Première Guerre mondiale. Puisque si vous vous souvenez, il y a 100 ans, apparemment, personne ne voulait la guerre, et puis elle a éclaté. Et l'engrenage actuel est très dangereux, justement, puisqu'il peut, hélas, nous conduire tous à une guerre totale, c'est-à-dire une guerre mondiale. On a appris ce soir, Monsieur l'ambassadeur, de sources diplomatiques, que de nouvelles sanctions seraient éventuellement envisagées contre la Russie, avec des gels d'avoirs et des interdictions de voyager, et qui incluraient notamment, on l'a appris il y a quelques minutes, le ministre de la Défense russe. Peut-être une réaction à cette information ? Vous savez, je crois que les sanctions sont prises indépendamment de ce qui se passe en Ukraine. Je peux vous rappeler qu'une des séries des sanctions était prise le jour même quand les accords de Minsk ont été signés, le 5 septembre. Ça montre bien qu'il n'y a aucun lien entre ce qui se passe en Ukraine et les sanctions. Il y a une volonté manifeste de certains milieux, d'ailleurs pas en Europe, mais peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire qui veulent, les États-Unis, on les connaît très bien, qu'ils veulent punir la Russie parce que Poutine tient la tête, Poutine ne veut pas obéir à ce qu'on lui dit à Washington. C'est une logique qui est tout à fait simple. Vous savez, pour la grande politique, pour la géopolitique, il ne faut pas trouver des sujets compliqués. Souvent, et vous pensez que les Européens sont manipulés par les Américains ? Non, ça, quand même, j'ai des considérations. Parce que les Européens suivent quand même les Américains, prennent aussi des sanctions, alors qu'on a aussi. D'ailleurs, les sanctions dont je viens de parler, il s'agit de. Ils partagent peut-être certaines analyses des Américains parce que, hélas, ils sont manipulés par une façon très unilatérale dont on montre ce qui se passe en Ukraine. Moi, je peux vous dire que j'ai accès à 2 sources d'information. Je peux regarder la télévision française, mais aussi je peux regarder la télévision russe. Je vois 2 images tout à fait différentes. Là, il faudra avoir une information d'abord objective et complète pour juger. Hélas, je crois que ce n'est pas le cas en Europe aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, ça a pourtant bien commencé avec Barack Obama. Et pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Barack Obama poursuit toujours une ligne hégémonique, parce qu'il veut bien que ce sont les États-Unis qui commandent tout dans le monde. C'est clair, il suffit d'entendre ces discours aux Nations Unies, partout, Amérique libérale, etc. Et à un moment, il s'est heurté contre le refus de Poutine de suivre cette politique. Parce que Poutine veut bien défendre sa politique. Alexandre Orlov, les détracteurs de Vladimir Poutine, disent aussi qu'il a une vision hégémonique et qu'il rêve d'un retour, de reconstruire la grande Russie. Pas du tout. Il n'y a vraiment aucune preuve, aucun fait qui le prouve. L'annexion de la Crimée ? L'annexion de la Crimée. L'Abkhazie ? Non, l'Abkhazie, écoutez, chaque histoire a, disons, ses origines et son propre histoire. Pour la Crimée, c'est clair que c'est une terre qui appartenait toujours à la Russie. C'est comme l'Allemagne de l'Est qui est revenue à l'Allemagne de l'Ouest, qui a fait maintenant un seul État. Vous savez qu'il y a vraiment quelques jours, une semaine à peine, il y a eu une étude réalisée en Crimée par l'Institut de sondage européen, qui a montré que 82% des gens qui ont été interrogés ont approuvé l'annexion de Crimée par la Russie. Ça montre que ça correspond à la volonté des gens qui habitent là-bas. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Monsieur l'ambassadeur, comment renouer le dialogue avec l'Occident et surtout comment renouer le dialogue avec les Européens ? Parce que finalement, on a une histoire commune avec la Russie, on a une économie qui est interdépendante, il y a la lutte contre le terrorisme aussi qui nous unit. Comment aujourd'hui renouer ce dialogue ? Comment retrouver la confiance ? Parce que finalement, c'est ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que le grand problème, qu'il y a presque plus de confiance entre nous. Mais pour renouer le dialogue, il faut que l'Occident veuille aussi ce dialogue. Souvent, aujourd'hui, moi je me souviens des années 70, 80, 90, les diplomates se réunissaient pour négocier. Il y a eu des problèmes importants, des armements, notamment, et puis d'autres. On a négocié. Aujourd'hui, on ne négocie plus rien.
tout simplement, si l'Occident n'aime pas ce que fait Poutine, on prend les sanctions sans discuter. C'est-à-dire, c'est le langage d'ultimatum. Il n'y a plus de dialogue. Aucun dialogue. Il y a quand même eu des pourparlers quand même ces derniers mois. On s'est retrouvé souvent à la table des négociations. Vous parlez des accords de Minsk. Oui, il y a eu des cessez-le-feu qui ont été conclus et ça n'a pas tenu 5 jours. Mais des accords de Minsk ont été conclus et dans cette négociation, l'Europe, l'Occident n'a pris aucune place. Aucune place, je vous avoue. Non, je crois que justement cette initiative qui a été prise par le président François Hollande et Angela Merkel, elle est importante justement pour renouer le dialogue. Nous n'attendons que ça. Vous êtes optimiste ce soir? Vous pensez qu'on va parvenir à un accord? Je vais être optimiste. On a plus de chances que les fois précédentes. Je crois que la situation est grave. La situation est grave et c'est vraiment, il faudrait chercher un compromis. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur le plateau de France 24 pour répondre à nos questions. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de notre semaine dans le monde avec nos éditorialistes et nous parlerons justement de la situation en Ukraine. C'est tout de suite.